gravement menacée actuellement, déjà, parce que le gouvernement polonais ne s'intéresse absolument pas à l'écologie. Ils n'ont rien compris à la valeur des arbres, sauf à la valeur financière. Et donc cette forêt est très menacée. Donc l'idée est venue de faire une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Après tout, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. C'est pas extrêmement coûteux puisqu'il ne faut rien faire. Ça ne devrait pas être coûteux. Remarquez, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce que si vous dites à un forestier conventionnel qu'il ne faut rien faire, il sera furieux. Oui, non, je voulais juste signaler qu'actuellement, à la MIB, la maison de l'image du documentaire, à Sète, il y a une exposition de photos sur cette fameuse forêt primaire et sur les mouvements de protestation sur le fait qu'on a commencé à l'exploiter à la publique. Est-ce qu'il y a une surface minimum pour qu'une forêt puisse redevenir primaire? Mais si vous vous occupez uniquement des arbres, ça n'a pas besoin d'être très grand. Je dirais 10 000 hectares, quelque chose comme ça. On pourrait faire tenir tous les arbres à leur dimension de forêt primaire. Mais par contre, si vous voulez qu'il y ait des animaux, c'est ça qui exige une très grande surface. La Białowieża, la forêt polonaise dont on parle, là, c'est 70 000 hectares. Et là, ils ont à la fois les grands arbres et les grands animaux. Je crois que c'est... On ne peut pas tomber très en dessous de cette surface-là. Alors, le projet en est là pour l'instant. On va essayer de trouver en Europe une surface comme celle-là. Bon, 70 000 hectares, c'est pas dans les moyens d'acheter ça. Enfin, c'est pas non plus gigantesque. Cette forêt, entre guillemets, de pins des Landes, c'est 1 million d'hectares. Donc on a été capable de planter 1 million d'hectares et on ne serait pas capable de conserver une forêt naturelle sur 70 000 hectares. Moi, je trouve que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est franchement mauvais. C'est possible qu'on soit très mauvais. Et une dernière question, il faudrait combien de temps pour la reconstruire? Alors ça, c'est difficile à dire parce que ça dépend de l'âge de la végétation au départ de l'expérience. On ne va pas s'adresser à des sols nus, bien sûr. On me dit qu'il y a, entre la France et l'Allemagne, des quantités de forêts qui sont déjà assez grandes et dont on a perdu les propriétaires. Ils ne s'occupent plus de leur terrain, c'est des forêts abandonnées. Bon, supposez qu'on part d'une forêt ayant 200 ans. Il faudra 8 siècles. 8 siècles. Mais oui, mais je suis désolé, ça paraît beaucoup, mais c'est pas un choix. Bon, désolé parce que je ne verrai pas le résultat de l'expérience. Et oui, c'est une durée qu'on ne peut pas réduire, on ne peut pas accélérer le processus. Personne ne sait faire ça. C'est le temps qu'il faut pour faire une forêt primaire lorsque les arbres ne poussent que 5 mois par an, comme c'est le cas ici. Dans les tropiques, où ça pousse 12 mois sur 12, c'est évidemment plus rapide. Vous avez dit qu'une forêt, c'était une forêt où se côtoyaient plusieurs espèces d'arbres. Une vraie forêt. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça porte pour les arbres entre eux? Pourquoi il faut... Ah, mais ça change tout. Ça change absolument tout. Attendez, imaginez une attaque parasitaire. C'est très fréquent actuellement. Un champignon parasite ou un insecte parasite. Si vous n'avez qu'une espèce, et si cette espèce plaît aux parasites, vous voyez bien que c'est foutu. Tandis que si vous avez une trentaine d'espèces, comme c'est le cas dans nos forêts d'Europe, eh bien, le parasite va tuer quelques arbres, mais pas tout. Il n'y a pas que ça, mais enfin, déjà, ça explique beaucoup de choses. En outre, si vous avez plusieurs espèces, elles n'exploitent pas le même horizon du sol. Donc, il n'y a pas de compétition entre elles. Et ça peut durer, évidemment, bien plus longtemps que si vous avez une espèce unique. En plus, dans les plantations, tous les arbres ont le même âge, puisqu'on les plante tous en même temps. Donc, le sol va être très vite épuisé. En fait, on les coupe et on replante les belles. Je vous explique en 2 mots. C'est ce truc qui s'appelle Wouter van Hoven. Il étudie l'alimentation des gazelles. Et les gazelles mangent des acacias. Et il n'y a que des acacias dans ce pays-là. Donc c'est facile pour elles de trouver. Et la gazelle arrive, elle commence à manger. Et au bout de 20 secondes, elle s'en va.
évidemment encore faim, mais apparemment le goût de l'acacia est devenu extrêmement désagréable pour cet animal, donc il s'en va. Et Van Droven, il compare la biochimie des feuilles avant l'attaque et après l'attaque, et en 20 secondes, elles sont devenues, disons, toxiques. Et le plus curieux, c'est pas ça. C'est que l'animal qui est encore faim, il quitte l'acacia A et il va vers l'acacia B. Et pour faire ça, il remonte le vent. Très curieux. D'ailleurs, en Afrique, tout le monde vous le dira, les chasseurs le savent bien, les grands animaux, ils remontent le vent. Et ce qui fait Van Droven, eh bien, il compare la biochimie des feuilles au vent avec la biochimie des feuilles sous le vent. Et sous le vent, les acacias sont tous devenus toxiques, alors qu'ils n'ont pas eu la visite de la gazelle. Et bien ça, vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. Vous n'échapperez pas à la conclusion qu'il y a eu un message. Et vous pouvez même affirmer que c'est un message gazeux, parce que ça descend le vent. Voilà, c'est un exemple qui est maintenant assez bien connu, mais qui est historique. À partir des travaux de Wouter van Droven, dans le monde entier, on a mis en évidence des communications entre les arbres. Pour l'instant, entre des arbres de la même espèce, mais on commence tout juste à avoir des échanges d'informations entre arbres qui ne sont pas de la même espèce. Après tout, pourquoi pas? Vous nous avez fait part tout à l'heure de la nécessité pour un arbre qui se développe d'une manière homogène, qui ait une cohérence dans son milieu, au niveau du sol, au niveau de l'air, au niveau hydrique, et que dans ces conditions-là, il va se développer d'une manière idéale. Vous venez de faire état tout à l'heure de la possibilité, peut-être un peu tirée, pas les cheveux, mais enfin, un peu idéaliste, de recréer une forêt primaire. Totalement utopique, c'est pour ça que ça me plaît. Et qu'il faudrait l'ICIEC, mais même si on descend sur des valeurs un peu plus probables, quelles sont les possibilités que l'on a d'avoir cet environnement homogène et l'environnement des arbres, des futurs arbres, de nos futurs arbres? Quelles sont les possibilités qu'on a d'avoir cet environnement de bonne qualité et principalement en ce qui concerne l'environnement atmosphérique, compte tenu des dégradations que l'on a aujourd'hui? Et qu'en est-il de cette dégradation sur l'incidence du développement des arbres, sans parler de l'ICIEC, des quelques décennies à venir? Écoutez, on va s'installer dans une région forestière. Donc, a priori, les arbres sont à leur place là-dedans. On ne va pas choisir une espèce. Dans une forêt primaire, on ne plante rien. On laisse pousser ce qui pousse. Et si vous avez un peu manipulé les arbres, vous aurez compris comme moi qu'un arbre qui pousse tout seul, à partir d'une graine qui a germé spontanément, il est beaucoup plus robuste et beaucoup plus durable qu'un arbre qu'on plante, qui a déjà les racines plus ou moins traumatisées ou plus ou moins en tire-bouchon. Je voulais dire, compte tenu de la dégradation de l'atmosphère qu'on constate aujourd'hui et qui fait voilà une... Et c'est pour ça qu'on met la forêt primaire, hein. C'est aussi une manière de purifier l'atmosphère. Mais il n'y aura pas d'incidence dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça ne va pas plomber un peu le développement naturel des arbres et si vous savez tant qu'on le sache. Je ne voudrais pas être méchant avec l'être humain, mais nous, on est vraiment les derniers venus sur cette planète. Les arbres sont là depuis le Dévonien, c'est-à-dire 380 millions d'années. Alors, la pollution atmosphérique, ils connaissent très bien. Les changements climatiques, c'est de la routine pour eux. Ils savent très bien faire ça, faire face à ce genre de choses. Les soucis, c'est pour nous. L'expérience que vous avez vécue quand vous étiez sur votre radeau, sur la canopée, est-ce que vous avez dû voir des choses que nous ne serons jamais en mesure de voir, en dehors d'un reportage magnifique, bien entendu, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous avez pu ressentir, voir, les expériences que vous avez pu mener sur place? C'est certainement ça que j'ai fait de plus amusant dans ma vie. Mais je voudrais vous dire que c'est pas très compliqué d'aller voir une canopée tropicale. Parce que, compte tenu de l'attraction que ça exerce sur la foule, sur le public, il y a pas mal de pays qui se sont organisés maintenant pour que vous puissiez monter, visiter la canopée et redescendre de l'autre côté. Costa Rica, Belize, Guyane française maintenant. Il est question que ça se développe au Gabon, mais enfin on peut le faire. Hein. Bon, alors, je reviens au sujet.
Pourquoi faut-il monter? Parce que nous savions que toute la biodiversité, pas toute, mais 75% ou 80% de la biodiversité animale, elle est dans la canopée. Elle n'est pas au niveau du sol, elle n'est pas le long des troncs, elle est dans le mètre ou les 2 mètres qui sont les plus élevés. Donc pour moi, c'était absolument indispensable de monter là-haut. Alors vous avez 2 solutions. C'est une surface, n'est-ce pas, un peu ondulée, une surface qui est à 50 ou 60 mètres de haut. On devrait être capable de monter là, on arrive à envoyer des gens dans la Lune, et on ne serait pas capable de monter à 60 mètres. Il faut absolument y arriver. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous montez depuis le bas, des systèmes de train, d'échelles, des trucs comme ça, soit vous décollez et vous vous posez depuis le dessus. Ça, c'est la solution qu'on a retenue avec un petit groupe avec lequel je travaille, et donc on se pose dessus. Enfin, on pose sur la canopée un espèce de plateau qui, c'est plus grand que cette pièce, à 600 mètres carrés, et donc on peut monter à 6 là-dessus, et on a à notre disposition une vingtaine d'arbres et une trentaine de lianes. De quoi travailler pendant facilement 8 ou 10 jours. C'est tout à fait étonnant parce que c'est l'endroit du monde où il y a le plus de biodiversité. De très très loin. Je me suis engueulé avec, passez-moi l'expression, mais c'était vrai, avec le rédacteur en chef d'une revue écologique qui me disait que sur cette planète, l'essentiel de la biodiversité, c'était dans les mers et les océans. Désolé de dire ça dans un port, mais c'est faux. Mes collègues océanographes ont fait un petit colloque entre eux. Et la réalité, c'est que les mers et les océans, c'est 15% de la biodiversité. Et voilà. Donc, l'endroit le plus vivant du monde, c'est les forêts tropicales, mais ce n'est pas le sous-bois, c'est le haut des arbres. Parce que dans le sous-bois, c'est sombre, donc vous n'avez pas beaucoup de plantes, donc du coup, vous n'avez forcément pas beaucoup d'animaux. Tandis qu'en haut, vous avez vraiment toute la lumière, toute l'humidité, et c'est là que ça se passe. Quand j'étais là-haut, je me dis, je souhaite à tous les contemporains d'aller voir une chose aussi extraordinaire, aussi belle. C'est plus beau que le récif corallien. Ça se tient à peu près. On nous a toujours appris que pour qu'un arbre pousse bien, il fallait qu'il ait beaucoup de place, un terrain plutôt riche, une bonne compagnie d'autres arbres. Et ici à Sète, nous avons des figuiers qui poussent dans la roche, dans des falaises, et qui sont luxuriants, qui sont couverts de fruits. Et je voudrais bien que vous nous parliez un peu de la capacité d'adaptation des arbres. Ce n'est pas une capacité d'adaptation. C'est faux de dire qu'il faut forcément un sol riche pour un arbre. Il y a des arbres, si vous les mettez dans un sol riche, ils meurent. Et si vous les mettez dans un sol terriblement pauvre, là, ils se portent très très bien. Le figuier s'en est un exemple. Voilà, les arbres ont des exigences en matière de sol qui sont très variables d'une espèce à l'autre. Et pour beaucoup d'espèces, il faut le savoir au départ, il y a des espèces qui préfèrent un sol squelettique. Sinon, ils meurent. Est-ce qu'il existe des plantations de baobab? Non, n'en connais pas. Vous avez dans le sud malgache ça ressemble un peu à une plantation de baobab, mais ça n'en est pas parce qu'ils n'ont pas tous le même âge, ils ne sont pas en ligne, c'est simplement des forêts très riches en baobab. D'ailleurs, il n'y a pas une seule espèce, mais bon, là, c'est 4 ou 5 espèces de baobab en moyenne. Je n'ai jamais entendu parler d'une plantation de baobab, ça serait sympathique, mais ça servirait à quoi? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon pour notre planète de se réoxygéner, de revivre? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, essayer de replanter à partir de ce qui existait avant? Parce que c'est pas toujours facile de trouver une forêt qui a déjà 200 ans et qui est à l'abandon. Oui, oui. Alors écoutez, concernant Sébastien Delgado, j'ai vu son film avec beaucoup d'intérêt
j'ai vu la forêt, enfin, dans le film, j'ai vu la forêt qu'il a reconstituée. L'ennui, c'est qu'on ne voit aucun détail. On ne voit pas du tout quels arbres il a replantés. Alors ce que je crains un peu, c'est que ce soit encore une fois une plantation d'arbres. J'en ai pas la certitude, mais je ne vois aucun document qui me donne la liste des espèces de la forêt replantées par Delgado. Bon, de toute façon, planter des arbres, c'est forcément utile. Je me souviendrai toute ma vie d'une discussion que j'ai eue une fois. C'était dans un avion qui décollait de Téhéran, et s'assoit à côté de moi un industriel français qui m'a dit ceci: quel que soit votre métier, il y aura un moment où vous allez vous demander si vous n'êtes pas en train de faire une erreur ou même de faire des choses totalement négatives. Il m'a dit, vous pouvez être marin-pêcheur, médecin, je ne sais pas, souteneur, archevêque, tout ce que vous voulez, et à un moment vous allez vous dire, mais je suis en train de perdre mon existence là. Il m'a dit, il y a une exception, planter des arbres.